Merci à Michel Vandenberg d'être intervenu sur notre Cloud Week. Et nous enchaînons avec une table ronde autour donc de la cybersécurité associée à la cyberguerre. Nous avons 3 invités qui sont autour de cette table. Je vais commencer à ma droite avec Loïc Guézot. Guézot, vous représentez le CLUSIF. Maintenant, vous intervenez aussi sur d'autres structures, vous pourrez l'évoquer. Vous êtes également cybersécurité stratégie pour la région de Proofpoint. Et donc, vous êtes un expert de très longue date. On vous retrouve régulièrement également ici sur ces tables rondes autour des sujets de sécurité. Guillaume Collard, vous êtes directeur opération et développement au sein de CBS School. Alors, CBS, c'est Cyber Security Business School. Donc, vous êtes également directeur de Working Live. Alors, CBS, c'est la première école. Je vais reprendre, c'est CSB. Pardon. CSB. Pas de souci. Voilà. Ça, c'est mon erreur. C'est CSB. Parce que, voilà. Donc, CSB, en effet, c'est une école dédiée à la cybersécurité, à la formation en cyber, qui couvre tous les domaines, IT, OT, GRC et tout ce qui va être gestion de crise. Tout à fait. Et c'est la partie formation qui est essentielle. Tout à fait. On va revenir dessus. Et puis, notre ami Eric Melki, vous êtes directeur associé d'Infoclip, président de la commission d'Eurocloud. Et vous êtes en fait dirigeant de cette société. Si je ne me trompe pas, il y en a peut-être une 8e là, non? Il y en a quelques-unes. Oui. Quelques-unes en plus. Donc voilà. Globalement, c'est le groupe Infoclip. Voilà, c'est le groupe Infoclip. Donc, qui a également une particularité qui nous intéresse aussi, puisque vous avez entre autres des clients qui sont des PME. Et ça, c'est aussi un domaine qu'il faut rappeler, car quand on est une petite entreprise, on est aussi concerné que les grosses sur les questions de cybersécurité. Et on l'oublie. Et ça, c'est une vraie problématique. Alors, nous avons démarré cette table ronde autour de la cyberguerre et cybersécurité. Je vais me tourner vers Loïc. Cyberguerre, c'est rien de nouveau, quoi. Il faut quand même arrêter. Ça fait longtemps qu'on y est. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? En fait, on suit, notamment au sein du CLUSIF, au travers du panorama annuel de la cybercriminalité, cette évolution justement de la cyberguerre, ou en tout cas de l'absence de paix dans le cyberespace. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que c'est devenu un outil très bien utilisé, très quasiment généralisé. Y compris les petits pays sont maintenant capables de faire des choses avec une grande portée. C'est le caractère asymétrique dont on parle depuis très longtemps. Dans l'actualité, on voit aujourd'hui qu'on a l'Albanie qui est totalement paralysée par une série d'attaques cyber imputées à l'Iran. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le saura en général quelques années après, puisque les attributions sont toujours très compliquées. Donc, est-ce que la cyberguerre est déclarée? C'est difficile à dire. En tout cas, il n'y a plus de cyberpaix depuis de nombreuses années. Et le cyberespace est un terrain de conflit omniprésent. La cyberguerre, d'ailleurs, ça figure parmi les thèmes qui sont évoqués dans les programmes de formation à la cybersécurité. Alors, il est clé d'approcher la cyberguerre, surtout les aspects géopolitiques, puisqu'une organisation, contrairement à ce qu'on peut croire, la cybersécurité d'une organisation se structure sur sa stratégie globale. Donc, où est-ce que vous opérez? Quels sont vos marchés? Quels sont les éléments de conformité auxquels vous devez répondre? Et donc aussi les enjeux géopolitiques. Donc oui, évidemment, la cyberguerre, mais plus généralement la cybercriminalité, le cyberharcèlement, le cyberespionnage. Donc si on prend la classification du CSS, donc Center of Security Services, les 5 classifications sont vues. Et on doit bien d'ailleurs comprendre qu'une cyberattaque, c'est pas forcément un élément de cyberguerre, tout comme ce n'est pas forcément un élément de cybercriminalité. Eric, ces questions de cybersécurité qui sont extrêmement sensibles, est-ce que les PME en particulier, ils sont elles-mêmes prêtes à affronter ce genre de choses? Est-ce que finalement vos clients font le constat que la menace est là, ou est-ce qu'ils sont encore un petit peu à évangéliser? Alors beaucoup d'ailleurs. N'oublions pas le thème effectivement concernant le thème de cette table ronde cyberguerre. Et donc ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été voir quelle était la définition de cyberguerre. Finalement, bon, okay, c'est la guerre dans le cyberespace. Puis il n'y a pas si longtemps que ça, notre président nous disait que nous sommes en guerre. Et quelque part, on ne comprend pas trop, puisque même ce terme « nous sommes en guerre », cette expression-là, elle n'était pas si claire que ça, puisque finalement, à partir du moment où les choses ont avancé, on en parlait moins de la guerre. De la guerre. Alors,
d'ordre général, les entreprises sont concernées, les PME sont concernées. On dit qu'il y a les 3/4 des PME qui ont été attaquées. Une entreprise PME ou ETI sur 4 qui a subi une attaque, finalement, l'attaque a abouti. Donc, est-ce que c'est une guerre économique? Est-ce que c'est une guerre totale? Est-ce qu'on parle de guerre multiforme? En tout cas, ce qui est certain, c'est que nos entreprises PME et ETI sont attaquées et sont susceptibles d'avoir des dommages qui sont relativement importants. Oui, donc nous sommes tous concernés, Oui. et en particulier au titre des entreprises. Oui. Quand on parle de cyberguerre, on a du mal à voir la forme que ça prend. Loïc, peut-être vous pourriez nous expliquer un petit peu. Aujourd'hui, ça prend des formes qui sont encore, je dirais, hybrides et en évolution, puisque c'est un nouveau terrain de confrontation. Donc, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, le cyberespace peut servir à mener des opérations de déstabilisation, donc déstabilisation technique, en mettant, par exemple, à plat des infrastructures critiques dans un pays, mais aussi, de l'autre côté du spectre, des opérations de désinformation. Donc, l'usage des fake news et de la propagande et des médias à fin de déstabilisation fait partie de cette cyberguerre. Et puis il y a aussi le volet usage du numérique dans le combat de demain. Les soldats sont des soldats connectés. Donc cibler ces équipements numériques sur le terrain fait aussi partie de la cyberguerre de demain. Tout à fait. Eric, je vais peut-être me tourner vers vous maintenant. Concrètement, quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises? Elles sont multiples. Oui. Elles sont pas forcément visibles Mhm. et encore moins compréhensibles par le dirigeant d'entreprise qui n'est pas féru de la question de cybersécurité. Donc justement, c'est le premier problème, c'est que aujourd'hui, les pouvoirs publics, la presse, les collègues parlent énormément de la problématique de cybersécurité. Et nous, notre première action, ça a été de dire qu'il fallait qu'il y ait une visibilité beaucoup plus claire pour le chef d'entreprise ou le décideur. Donc, dans un premier temps, la première action, c'est de faire un audit, c'est d'avoir une évaluation. On parle de cyberscore. Alors, mais encore une fois, le cyberscore, c'est pas forcément, et c'est surtout pas même, une évaluation en mode one shot, mais il faut que cette évaluation se fasse dans le temps, en mode amélioration continue. En gros, ce qu'il faut, c'est que le chef d'entreprise puisse avoir une visibilité. Aujourd'hui, la menace de l'exposition cyber crée un flou, crée une peur, une crainte dans l'imaginaire, et ce qui fait que la plupart du temps, finalement, s'il n'y a pas d'action en face, la plupart du temps, c'est parce que le dirigeant a besoin de savoir où il va. Quels vont être les coûts, quels vont être les retours sur investissement. On commence à parler de retour. Donc ça devient un avantage concurrentiel d'être prémuni sur les questions cyber et non plus une charge, et donc d'avoir un plan d'action. Donc, toutes ces actions-là sont assez bien connues. Les démarches de type ISO 27001 qui concernaient auparavant les grandes entreprises, elles norment très bien cela. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons décliné toutes ces démarches-là pour la PME. C'est une offre qu'on propose qui s'appelle Cyber Résistance et qui permet à la PME de se prémunir sur ces menaces cyber. Vous parlez de savoir, Eric. Il y a un vrai problème de compétences. C'est-à-dire qu'on cherche des ressources. Et en France, on manque de ressources sur la partie connaissances et compétences du sujet cyber. Oui. Et c'est là où vous avez un rôle essentiel à jouer. Alors, les chiffres officiels, c'est 15 000 postes vacants en France à date. On en attend 35 000 d'ici 2025 pour la France, 4 millions dans le monde. C'est une pénurie qui pose doublement un problème, mais on avait une stratégie jadis qui était d'importer les connaissances qu'on ne les avait pas en interne. On ne peut pas le faire actuellement. Au contraire, on a plutôt une fuite des cerveaux là-dessus pour de multiples raisons. Il y a un vrai enjeu de formation et surtout comprendre que la cyber est un domaine qui lui est propre. On a longtemps mélangé cyber et informatique. C'est partiellement vrai. Oui, il y a la sécurité informatique, mais c'est pas que ça. Et c'est pour ça que c'est un domaine qui lui est propre, qui a besoin de ses propres formations, à la fois initiale et continue, et aussi une vraie restructuration à prévoir au niveau des entreprises pour favoriser la reconversion.
Vous avez commencé la table ronde par dire que c'est un sujet transverse qui touche tout le monde. Ce qui veut dire que les profils qu'on doit retrouver sur ces sujets-là doivent aussi être transverses. Et ce ne sont pas que des ingénieurs informatiques, on trouve aussi des juristes, on trouve aussi des avant-ventes, on trouve beaucoup de différents profils qui doivent représenter la cyber et qui sont en effet absents dans toute la partie supply chain de ce sujet. Je pense qu'on a posé la problématique, globalement. Maintenant, on va rentrer un peu plus peut-être dans les détails. Nous sommes là dans le cadre de la Cloud Week. On parle de cyberguerre. Le cloud, vecteur de menace, Eric? Alors, le cloud est évidemment un facilitateur pour les attaquants, parce qu'il y a déjà l'idée que c'est un changement, une bascule pour les organisations. Donc cette période de changement les fragilise forcément un tout petit peu. Ensuite, le cloud est un fantastique hébergeur de données, mais la donnée est aussi la cible, alors plutôt des cybercriminels, ou en tout cas à des vocations d'exfiltration de données ou d'espionnage. Donc le cloud attise toutes les convoitises. Et puis de fait, on voit que notamment les acteurs étatiques ont été capables de se recentrer sur les fournisseurs de services, et on voit régulièrement dans l'actualité des grands fournisseurs de services qui sont victimes d'intrusions de longue durée, furtives, difficiles à détecter par des acteurs, je pense notamment des acteurs chinois, qui se sont fait une spécialité de réaliser des intrusions sur des fournisseurs de services de premier plan. Et donc là, c'est la caverne d'Alibaba. On accède par ce fournisseur de services à l'ensemble des clients qui sont derrière. Et ça peut être évidemment des très grands comptes qui sont victimes de ces intrusions. Caverne d'Alibaba, il y a un jeu de mots? Non. D'accord. Alors il y a peut-être les cavernes aussi. On parle des cavernes américaines aussi, puisqu'il faut rappeler que les grandes affaires de menaces actuellement viennent des États-Unis aussi. C'est-à-dire qu'on a un ami qui nous veut du bien, mais qui nous espionne. Enfin, je pense pas que les Français fassent mieux, mais Eric, cette intégration dans le cloud, dans une stratégie de défense, c'est très intéressant parce que le cloud, dans un premier temps, était plébiscité par tout le monde, parce que aussi c'était un merveilleux vecteur pour faciliter la transformation numérique. Donc, évidemment, et puis ça a aussi permis il y a tout un tas de bienfaits et de choses positives liées au cloud, et c'est que la Cloud Week a pour objet justement de promouvoir le cloud. Pour autant, de la même façon qu'on parle de mondialisation et de toutes les perversités liées à la mondialisation, de la même façon, le cloud, ça met en commun et ça permet de faire profiter à quasiment tout un chacun de services pour lesquels la PME, le TI, ne pouvait avoir accès jusqu'à avant le cloud. Donc on parle de cloud privé, on parle de cloud public, on parle de cloud hybride. Et évidemment, il faut choisir, il faut savoir choisir le meilleur de chacun. Alors nous, de notre côté, on n'est pas du tout dans le dogme comme quoi le cloud américain, c'est le mal absolu. J'utilise le cloud américain, j'utilise Azure, j'utilise Microsoft 365. Enfin, on peut le savoir, ce n'est absolument pas une donnée dite sensible. Pour autant, nous avons compris que l'entreprise, dans un premier temps, s'est déchargée sur ces faiseurs de cloud, et la réaction immédiate, c'est de dire, ce gros faiseur de cloud, il a tous les moyens de sécurité que je n'avais pas, donc la sécurité est maintenant déportée sur mon acteur de cloud. On sait bien maintenant, on en parlait, que la cybersécurité, les questions d'ordre général de sécurité informatique ne sont pas des problématiques techniques. Donc en rien, ça ne permet de s'abstenir d'avoir un contrôle peut-être plus centralisé, mais à la fois plus diffus, de quelles sont les conditions de sécurité qui sont mises en œuvre, quels sont les moyens de backup, les plans de reprise d'activité, les tests de PRA, etc. Il faut se poser toutes ces questions-là. Pour cela, il faut être faire accompagner d'entreprises spécialisées. Et à partir du moment où on met les garde-fous et on se prépare, on a un plan d'action en face, le cloud offre beaucoup plus de bénéfices que de problèmes. Tout à fait.
Loïc, tu nous parlais tout à l'heure de l'Albanie, qui est actuellement dans une situation assez dramatique, puisqu'il y a une cyberattaque importante. Maintenant, beaucoup plus proche de chez nous, on a des cas d'hôpitaux, par exemple, récemment. Et puis, comme Eric l'évoquait, globalement, 60% des entreprises sont attaquées. Et il y en a une sur quatre qui est une véritable attaque qui va aller au-delà de la simple menace. Loïc, est-ce qu'on peut se protéger ou pas? Ça fait peur quand même quand on y réfléchit, quand on écoute les journalistes ou les experts qui nous parlent et qui nous disent « Oh là là, il y a des menaces partout ». Mais le constat est clair que depuis 2 ans, les hôpitaux français, les collectivités locales un peu plus largement, sont la cible de ce qui est la menace numéro 1 aujourd'hui pour les entreprises françaises, c'est le rançongiciel. Donc c'est une intrusion informatique qui va se prolonger par un chiffrement des systèmes techniques et donc un arrêt de production. Donc dans le cas d'un hôpital, un arrêt des soins et un passage en mode dégradé avec retour au papier-crayon ou à la redirection des malades ou des urgences sur des voisins qui sont encore en opération. Donc quand on regarde un peu les vecteurs initiaux de ces attaques, on trouve très souvent qu'aujourd'hui, soit c'est un problème de gouvernance et on avait un service mal protégé, mal configuré, exposé sur Internet. Donc là, c'est ponctuel et on se fait avoir quasiment à chaque fois. Mais très souvent maintenant, ce qu'on voit, c'est que cette gouvernance globalement tient ses promesses et l'entrée est plutôt par un message. Donc la messagerie qui reste aujourd'hui le vecteur d'entrée majeur pour toutes ces grandes attaques. Donc la réponse, elle est quelque part monter le niveau de gouvernance et de maîtrise des infrastructures et de l'exposition à Internet et ne pas oublier ce parent pauvre quelque part qui est la messagerie d'entreprise et qui reste le vecteur majeur d'entrée pour ces rançongiciels. Et si on progresse un peu sur ce volet-là, évidemment, on va complexifier l'attaque des attaquants, on va renforcer le comportement humain des collaborateurs. On dit souvent que c'est le maillon faible, en fait, c'est quand même aussi le dernier rempart qui peut voir un petit signe, quelque chose d'anormal dans son environnement et reporter au responsable sécurité, qui est un poste essentiel qui doit exister dans toutes ces organisations. Peut-être aussi un rappel, mais là je prends une position, mais malgré tout dans ce débat, c'est que les hôpitaux français figurent parmi les parents pauvres du numérique français et que c'est aussi une question de budget et que le manque de budget aboutit à des situations aussi qui mettent les concitoyens et ici les patients en danger. Qui veut répondre ou... Je suis d'accord pour avoir parlé avec la RSSI des HCL, donc les hôpitaux civils de Lyon. Sauf erreur de ma part, elle me corrigera si elle nous écoute. Ils sont 4 pour tous les hôpitaux de Lyon. C'est relativement peu. Les moyens sont faibles. Alors, c'est très bien d'avoir des budgets pour des moyens techniques, mais c'est souvent à nouveau un problème humain. Il faut trouver les ressources pour accompagner. Alors, on peut externaliser via des entreprises spécialisées. Malgré tout, certaines compétences doivent être internalisées et c'est toujours un peu l'élément faible. Je pense en effet qu'il faut bien attirer. C'est un problème collectivité territoriale. On parle beaucoup des hôpitaux. Il y a les mairies qui sont aussi énormément attaquées. Et en effet, il faut faire une approche par les risques sur ces sujets. On parle beaucoup de confidentialité de la donnée, mais dans ces sujets-là, l'indisponibilité des services est bien supérieure au problème de confidentialité. Si on stoppe un hôpital, on aura beaucoup plus de problèmes humain que si on a une fuite de données, quand bien même elle soit dommageable pour la société. Donc aussi, on a des fois, quand on parle avec ces RSSI qui ont une difficulté de ressources, c'est quels risques ils souhaitent couvrir en premier et quels moyens ils peuvent mettre pour couvrir ces risques. Et l'indisponibilité, souvent, ça passe par la sensibilisation en effet, du personnel sur attention à votre comportement interne. Et on leur demande beaucoup d'attention actuellement sur de multiples sujets, que ce soit de l'hygiène informatique ou humaine, et c'est un vrai débat. Une réflexion, Loïc, rapidement, puisqu'on arrive au terme de cette table ronde. Les hôpitaux combinent fragilité structurelle par un déficit budgétaire ancien, qui est en train d'être comblé, mais il faut un peu de temps pour rattraper ça. Des équipements qui sont très complexes, puisque là, on a une partie qu'on appelle informatique industrielle, le biomédical, avec des grosses contraintes, y compris de sécurisation après coup par les équipes. Donc ça, c'est vraiment très gênant. Et puis peut-être l'idée, dans l'esprit des pirates, que du fait de l'importance des données et de la criticité des services,
En cas d'attaque, l'hôpital va être enclin à payer facilement. En France, la doctrine, et en particulier pour les hôpitaux publics, c'est de ne pas payer. C'est pas le cas peut-être dans d'autres pays où les pirates ont eu beaucoup d'argent avec les services de santé privés. Ce sont aussi des pays où la frontière entre le public et le privé n'est pas tout à fait la même que la nôtre. Pour terminer, peut-être une petite réflexion. On parle de cyberguerre. On va parler de formation aussi à la cyberguerre. En France, en Europe, en Occident, vous êtes des universités, des écoles ou autres qui forment sur la cybersécurité. Quand on va à Chine, les universités, elles forment au contraire à la cyberattaque. Et c'est quand même une différence de mentalité. Alors, oui. Et pour conclure... Hein, alors, on présente toujours le caractère offensif. Hein. Je pense qu'on a une volonté un peu politique de présenter que la partie défensive, mais on forme à l'offensif, évidemment. On sait comment attaquer. Et d'ailleurs, c'est dans l'esprit d'un attaquant qu'on peut émettre une bonne défense. Toutes les écoles forment à cet aspect-là. C'est juste qu'en effet, on le crie pas forcément comme en Asie, où certains pays peuvent émettre la volonté de démontrer qu'ils ont des formations d'attaquants, mais aussi ils ont une gouvernance sur ces sujets très différente de l'Europe. Donc, ne nous leurrons pas, tous les pays ont une capacité offensive, même si on ne l'utilise pas, on ne crie pas sur les toits qu'on l'utilise. Et oui, en formation, on apprend aussi le caractère offensif. D'ailleurs, en industrie, c'est un vrai sujet, puisque là, il y a le parent pauvre sur 2 éléments, c'est qu'il y a aussi manque de personnes industrielles tout court. La conclusion, Eric? On parlait de moyens tout à l'heure, hein. Donc c'est très intéressant parce que c'est toujours omniprésent cette question de moyens. Aujourd'hui, nous savons, en tout cas pour les PME, les ETI, il y a un déséquilibre très important entre les moyens qui sont mis en œuvre par les PME et les moyens qui sont mis à disposition par les hackers. Donc, essentiellement, la première action à faire, c'est d'augmenter les budgets. Alors, les choses sont en train d'évoluer dans les entreprises en France. Je pense réellement que l'Europe, et plus particulièrement la France, a une opportunité sur la question cyber, aussi bien sur la partie formation continue, sensibilisation des utilisateurs, mais formation également des jeunes. Nous avons une opportunité aussi bien ou également par rapport à nos startups. Donc, on a une chose à gagner, là, aujourd'hui, en France. Allons-y. Tout à fait. Et rappelons qu'en France, on a aussi un cadre qui s'appelle SecNumCloud, qui touche pour l'instant pour toutes les grosses entreprises, mais beaucoup sont concernés. Et c'est une belle base aussi pour pouvoir travailler et réfléchir. Nous allons l'évoquer avec 2 nouveaux témoins, et nous enchaînerons ensuite avec une table ronde qui sera beaucoup plus juridique là et tournée vers la régulation européenne, où nous évoquerons le DMA et DSA, Digital Service Act, etc. Voilà aussi des sujets intéressants à suivre. Merci, messieurs. Merci. Merci beaucoup.